Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 juin. Le titre du jour est « L'aversion au risque pèse sur les marchés ». En effet, depuis hier, le Standard & Poor's, l'indice directeur américain, consolide sa hausse récente. Et parallèlement à ça, les indices européens, eux, corrigent, car comme nous l'avons vu ces dernières séances, l'euro est à un niveau des 1,13 et pèse un petit peu sur les actions européennes. Et puis le recul du pétrole aussi pèse sur les actions en général. Et bien évidemment, les indices européens sous-performent les indices américains, ce n'est pas nouveau. Et c'est à cause notamment du référendum anglais qui approche. Il se pourrait que les investisseurs ne souhaitent pas être en position sur les indices européens comme le CAC ou le DAX avant des grands rendez-vous que seront la Fed le 15 juin prochain et puis le référendum anglais le 23 juin prochain dans 2 petites semaines. Donc voilà, il y a un peu d'aversion au risque sur les marchés. Cela se matérialise par une volatilité qui augmente un petit peu. On a des indices américains donc qui respirent. Et comme je vous l'ai dit hier, lorsque les États-Unis éternuent, l'Europe s'enrhume. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que dès que les indices américains baissent un petit peu, eh bien, les indices européens, eux, corrigent à cause de leur sous-performance. Bienvenue à tous pour cette matinale et je salue également tous ceux qui regardent cette émission en enregistré sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Alors, comme tous les matins, nous allons voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC, et puis je répondrai bien évidemment à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Bund s'approche du rendement négatif pour la première fois de son histoire. Donc la BCE se porte à l'achat sur les obligations d'État, les obligations d'entreprise. Elle fait baisser le rendement de ses obligations et il se pourrait que le Bund passe pour la première fois en rendement négatif. Hier, on était à 0,03. Le S&P 500 amorce une consolidation. On a vu hier que tant que le SP 500 était au-dessus des 2108 points, il était fortement haussier. On a vu que si l'indice directeur américain passait sous ce seuil, il pourrait amorcer une consolidation en direction des 2096-2100 points, la moyenne mobile à 15 séances. Donc pour le moment, c'est une simple respiration sur les indices américains. Mais comme nous l'avons vu, lorsque les indices américains sont faibles, eh bien les indices européens, eux, le sont très fortement. Le CAC hier essayait de s'accrocher à la zone des 4400 points. Il passe rapidement sous cette zone de prix ce matin et teste actuellement les 4360 points, un seuil clé comme nous allons le voir dans quelques instants. Je vous ai parlé d'un support sur le dollar hier, et étant donné que le dollar était sur support et pouvait potentiellement rebondir, on a vu qu'il pourrait peser sur les matières premières comme le pétrole, sur l'euro-dollar et également peut-être sur l'or. Alors, le fait que le dollar se soit apprécié hier comme escompté sur support a effectivement pesé sur le pétrole, a effectivement pesé sur l'euro-dollar. Par contre, l'or reste recherché et il y a plusieurs raisons qui font que l'or est particulièrement soutenu. D'une part, eh bien, on a toutes les obligations qui sont en train de tendre vers zéro ou bien de plonger dans le négatif et cela rend l'or donc attractif de par le fait que l'or n'a pas de rendement mais qu'il vaut mieux une absence de rendement qu'un rendement négatif. Et puis l'or a également profité d'une pointe d'aversion au risque que l'on a pu constater hier et encore aujourd'hui, et ce malgré donc la hausse du dollar. Le VIX, l'indice de volatilité, gagne 10% sur les 4 dernières séances.
Signe de recul de la complaisance. Donc on a vu ensemble que le VIX, le Volatility Index, matérialisait un petit peu l'appétit pour le risque. Lorsque le VIX baisse, eh bien, il y a de la complaisance et les marchés ont tendance à être soutenus et à monter. Lorsque le VIX s'apprécie, eh bien, les indices ont tendance à consolider ou bien corriger. Eh bien, comme vous pouvez le constater, le VIX nous avait donné un signal en début de semaine, il ne voulait plus baisser. Depuis 3 séances consécutives, il s'apprécie et donc les indices consolident. Et puis pour finir avec les actualités marchés, le gaz naturel a inscrit un nouveau plus haut annuel en séance à 2,5 suite aux stocks publiés hier. Les stocks de gaz sont ressortis inférieurs aux attentes. Il y a beaucoup de consommation de gaz aux États-Unis en ce moment, car il fait particulièrement chaud et donc les gens utilisent leur climatisation et la consommation de gaz est donc plus forte que d'habitude. En termes d'actualité macroéconomique, les taux d'intérêt dans le monde sont au plus bas depuis 500 ans, d'après Bloomberg. Dans toutes les zones économiques, les taux sont extrêmement bas. On a des taux négatifs sur certaines obligations d'État. En Europe, on a des taux extrêmement faibles ou négatifs. Au Japon, extrêmement faibles. Aux États-Unis également. Et c'est du jamais vu. Hier, je vous disais que de nombreux opérateurs dans le monde s'inquiètent justement de cette situation des taux négatifs. Il y a même des banques qui seraient susceptibles d'imprimer des billets pour les garder dans des chambres fortes pour ne pas avoir à payer les taux négatifs. Les banques allemandes, justement, auraient perdu 240 millions d'euros en 2015 à cause des taux négatifs et le ton commence à monter sérieusement en Allemagne contre la politique monétaire européenne. Mario Draghi, justement, concernant la politique européenne, continue de marteler que des réformes structurelles sont nécessaires en Europe. Mario Draghi, lors des dernières réunions et conférences de la BCE, a expliqué que le quantitative easing était là pour aider l'Europe à retrouver de l'inflation, de la croissance, mais que le quantitative easing seul ne peut pas tout faire. Il faut absolument que les pays fassent des réformes. Goldman Sachs relativise le risque de bulle sur les obligations suspendues à des preuves de reprise économique. Goldman Sachs en fait explique qu'il faudra qu'il y ait un tant soit peu de reprise économique pour que les entreprises européennes profitent de ces taux bas pour faire des opérations notamment de fusion-acquisition, comme ça a été le cas aux États-Unis ces derniers trimestres. Sauf que Goldman Sachs explique que ces opérations d'endettement, de fusion-acquisition n'auraient a priori lieu en Europe que s'il y avait de la reprise économique, ce qui relativiserait justement le risque de bulle. Bien évidemment, on prend cela avec des pincettes. Goldman Sachs était très confiant sur la hausse de taux aux États-Unis en juin, et puis on voit le résultat. La probabilité d'une hausse de taux aux États-Unis la semaine prochaine est désormais proche de 0. Donc, je fais toujours attention à ce que Goldman Sachs pense. Et puis, concernant l'Angleterre, selon Betfair, la probabilité d'un Remain, donc c'est l'opposé du Brexit, est désormais à 78%, en hausse de 9 points en 4 jours. Donc, pour le moment, a priori, au vu des sondages, au vu du comportement du FTSE et de la livre, les marchés et les probabilités ne donnent pas le Brexit gagnant. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de Brexit, ça pourrait faire remonter la livre, le FTSE et les indices en général. Par contre, plus la probabilité d'un Brexit est faible, plus si ce Brexit devait arriver, eh bien, il pourrait être un potentiel cataclysme. Et puis JP Morgan, tout comme la Fed, minimise l'importance du dernier rapport sur l'emploi publié vendredi dernier. On avait eu seulement 38 000 créations d'emplois aux États-Unis. JP Morgan, comme Janet Yellen, en fait, nous dit que c'était un mauvais chiffre, que c'était ponctuel et que la reprise économique et le marché de l'emploi aux États-Unis restent solides, ce qui devrait se prouver dans les semaines et mois à venir. On verra donc cela au prochain NFP début juillet.
Côté entreprise, Peugeot pourrait voir l'État vendre sa participation à la famille Peugeot. Donc l'État voudrait sortir une partie de sa participation prise il y a 2 ans maintenant. L'État gagne une trentaine de pourcents sur ce trade en quelque sorte. Et donc la famille Peugeot a laissé entendre qu'elle pourrait récupérer ses parts. BHP pourrait être inculpé dans la rupture du barrage Samarco au Brésil. Ça a été une catastrophe écologique au Brésil. Il y avait un barrage qui avait cassé, il y avait eu beaucoup de morts. Donc voilà, BHP pourrait écoper d'une amende à ce sujet. Eiffage sera le prochain titre à faire son entrée sur l'indice CAC Next 20 et lorsqu'un titre rentre dans un indice, eh bien généralement cela le soutient car le fait qu'un indice rentre dans une catégorie fait que des fonds d'investissement se porteront naturellement, pratiquement obligatoirement à l'achat dessus. Et puis LDLC publie des ventes et un dividende en hausse et un objectif à 1 milliard de chiffre d'affaires d'ici 2021. Enfin, Airbus a mené à bien sa cession de 23,6% dans Dassault. Dans les meilleures et moins bonnes performances du CAC 40, pratiquement que du rouge ce matin à Paris. Seul ArcelorMittal tente de tenir. Le titre a été particulièrement solide ces dernières semaines. Malheureusement, il n'a pas réussi à passer le seuil psychologique des 5 € ces dernières séances et consolide depuis dessous. Et vous voyez que dans les plus fortes baisses du jour, ce sont principalement les bancaires et AXA, l'assureur, qui baissent. Et cela, c'est signe d'aversion au risque sur les marchés. Côté statistique, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient meilleures qu'attendues hier aux États-Unis. Les stocks de gaz sont ressortis inférieurs aux attentes, ce qui a boosté les prix du gaz vers de nouveaux plus hauts annuels. Et ce matin, la production industrielle française est ressortie au-dessus des attentes à 1,2% contre 0,5% attendu. Aujourd'hui, en termes de statistiques, ce sera une journée très calme. On a juste les chiffres d'emploi à 14h30 au Canada et puis à 16h, la confiance des investisseurs. Donc c'est l'indice de l'université du Michigan. Et ça, ce sera à 16h. Et ça, ce sera a priori la seule statistique cet après-midi qui entraînera de la volatilité sur les marchés américains. Le reste de la séance, on devrait évoluer au gré de l'appétit pour le risque. Et pour l'instant, de l'appétit pour le risque, on n'en voit pas beaucoup. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, c'est un biseau descendant sur l'euro-dollar. On a vu que l'euro-dollar était sous résistance à 1,14 ces dernières séances. On a vu que le dollar était sur support et que cela pourrait engendrer une baisse de l'euro-dollar. Cette baisse a bien eu lieu entre 1,1420 et puis 1,1290. À court terme, on était dans un petit biseau, on s'en échappe par le haut. Si les cours s'échappent du biseau, confirment la sortie de biseau et cassent la résistance des 1,1330, soit les plus bas ici, qui faisaient support en début de semaine, eh bien, on pourrait avoir une reprise haussière de l'euro-dollar au-dessus d'un 13,30 en direction des 1,14. Si au contraire, c'est juste une timide sortie de biseau pour buter sous résistance, on pourrait de nouveau partir à la baisse ensuite. Donc 1,1330 fait pivot et tout dépendra du dollar américain. On va passer sur la plateforme de CMC Markets. On commence par les indices. Vous avez ici le SP500 et ici en rose, vous avez le CAC 40. Je voulais vous montrer ce graphique que vous puissiez noter à quel point le CAC 40 est sous-performant. En fait, quand on regarde ici à partir du 10 mars, depuis le 10 mars, le CAC 40 est complètement à plat. Il oscille dans un range horizontal et par rapport au cours du 10 mars, il est 2% en dessous. Et par rapport au 10 mars, le SP500, lui, il est 6% au-dessus. Donc depuis le 10 mars, en fait, depuis à peu près donc 1, 2, 3 mois, eh bien, il y a 8% d'écarts qui se sont créés entre le CAC 40 et le SP500. Vous comprenez bien donc que le SP500 est l'indice fort et le CAC 40 est l'indice faible. Et en fonction de si vous êtes acheteur ou vendeur, eh bien, il faudra choisir le bon. Concernant le SP500, on a dit hier que le SP500, tant qu'il était au-dessus des 2107-2108, il était dans un canal haussier, il pouvait continuer de monter. Et ce matin, il est en train de casser ce seuil. Donc on a vu hier que c'était une possibilité, que les indices US manquaient un petit peu de respiration à court terme, que le pétrole était sous résistance.
On a donc dit hier qu'on pourrait voir une consolidation se mettre en place sur les US en direction des 2096-2100 points. Donc, je retire le canal haussier ici sur le SP500. C'était un canal haussier à forte pente. C'est pas parce qu'on a cassé ce canal qu'on passe neutre ou baissier. On reste haussier pour l'instant sur le SP500, mais à une tendance haussière à faible pente. Si le SP500 vient chercher la zone des 2096-2100 points et qu'il tient cette zone de prix, il peut très bien repartir à la hausse. S'il casse la moyenne mobile à 15 séances et qu'il clôture dessous, alors on pourra dire que le SP500 redevient neutre et le support clé, c'est les 2085 points les plus bas de la semaine passée. Si le SP500 devait casser sa moyenne mobile à 15 séances et ensuite casser les 2085 points, il passerait baissier à très court terme et donc là, on serait dans une correction forte en Europe et il y aurait potentiellement pas mal d'aversion au risque sur les marchés. Pour l'instant, respiration aux US, ça entraîne une correction en Europe puisque l'Europe sous-performe, mais on ne peut pas dire que les US soient baissiers pour le moment, ils ne sont même pas neutres. Donc voilà, consolidation légitime, on va venir sur des supports peut-être aujourd'hui, on va voir comment les cours réagissent et on fera le point lundi là-dessus. Ensuite, je vous montre l'indice de volatilité. Donc le VIX, on avait vu mardi que le VIX faisait un chandelier de retournement potentiel. Mercredi, il a confirmé sa hausse. Hier, jeudi, de nouveau, il passait haussier. Et encore aujourd'hui, il s'apprécie. Tant que le VIX est recherché et haussier, les indices sont moins complaisants et donc moins haussiers, voire en correction. Donc on a vu que pendant 15 jours, le VIX baissait, les indices montaient. Depuis 4 séances, le VIX monte, les indices consolident. C'est un indicateur avancé qui est très utile, ce fameux VIX. Étant donné que les indices américains consolident et reviennent sur des supports, l'Europe corrige. On a vu hier que le DAX travaillait un seuil clé qu'il a tenté de tenir, mais étant donné que les US plient ce matin, eh bien lui aussi il plie. Le DAX donc baisse et accélère sous les 10 050 points les plus bas de vendredi dernier et il est venu chercher ce matin les 9 900, 9 920 points, soit la borne basse de son oblique haussière qui représente la tendance haussière de moyen terme. Depuis le 11 février dernier, les indices européens et américains sont dans une reprise haussière de moyen terme. Aux US, c'est fortement haussier. En Europe, c'est un peu plus compliqué. Et donc, vous pouvez voir que le DAX, ici, revient sur le fil du rasoir de sa tendance haussière de moyen terme. Si les indices américains tiennent leur support et stabilisent, l'Europe pourrait faire de même et tenir les tendances haussières de moyen terme. Si au contraire, les Américains enfoncent des supports et passent neutres, eh bien, il y a le risque que les Européens enfoncent encore un peu plus bas les supports. Et si on casse les supports obliques qui représentent les tendances haussières, alors on pourrait revenir ici sur le DAX sur la zone des 9800 points et le DAX serait alors complètement neutre à court comme à moyen terme, avec des risques baissiers s'il cassait cette zone de prix. Donc là, on revient sur des zones d'importance et en Europe, donc on a cassé les supports, on vient d'arriver sur les objectifs théoriques. Sous ces supports-là, eh bien les prochains se situent ici en horizontal. Sur le 440, c'est la même chose. Donc sur le 440, on avait vu un beau biseau ascendant en données moyen terme pendant 3 mois. On a vu que fin mai, les cours étaient partis à la hausse et avaient buté sous cette figure. On est revenu petit à petit vers les supports et nous voilà ce matin à 4350, 4360 sur un support horizontal ainsi que sur un support oblique qui passe par tous les plus bas depuis 3 mois, tout comme sur le CAC. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, on peut considérer qu'on est dans une tendance haussière de moyen terme. Si on casse cette zone de prix-là, alors l'Europe passera particulièrement neutre. On retirera le canal haussier, on retirera les obliques haussières et on retiendrait alors la zone horizontale de soutien ici vers 4220, 4250. Donc, ce qu'il se passe aujourd'hui autour ici des 4350 points, c'est d'importance. Si on tient ce seuil, on pourrait latéraliser. Par contre, si on enfonce ça, on pourrait de nouveau
aller vers 4300, voire 4250. C'est pas impossible qu'on fasse cela et que les indices européens se fassent peur en attendant la Fed et le référendum anglais. Tant qu'on attend la Banque centrale américaine la semaine prochaine et le référendum anglais dans 2 semaines, il y a de l'indécision sur les marchés. Or, les investisseurs n'aiment pas l'indécision et dans certaines périodes de forte indécision, comme des référendums, des votes qui peuvent entraîner de forts décalages, eh bien, les opérateurs ont tendance à se retirer des marchés. Ça ne veut pas forcément dire que les marchés vont fortement baisser, mais ça veut dire qu'il y a une prime de risque qui se met en place sur les indices européens, car effectivement, si le Brexit devait avoir lieu, même si sa probabilité reste faible, eh bien, les indices européens pourraient fortement en pâtir. Donc, avant le vote, on a tendance à être sous-performant. Si le vote se passe bien, après l'Europe pourrait tenter peut-être de reprendre des couleurs et de resuperformer un petit peu à court terme les indices américains. Donc voilà, tant que la volatilité est en hausse, les indices américains consolident. Quand les Américains consolident, l'Europe corrige. On va voir si les Américains tiennent la zone de soutien définie sur le SP500 entre 2096 et 2100. Si c'est le cas, la baisse pourrait se stabiliser en Europe. Si au contraire les Américains enfoncent, eh bien l'Europe fera de même. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ces constats. On est vendredi, il y a des prises de bénéfices en fin de semaine. Les Américains sont loin d'être baissiers. Pour l'instant, c'est de simples prises de bénéfices, sachant qu'on est vendredi, sachant que le pétrole consolide, sachant qu'on n'a pas de catalyseur ce jour et qu'on aura la Fed la semaine prochaine. Donc voilà pour les indices. On va passer ensuite sur les actions. Donc sur les actions principalement de la baisse ce jour, on a CGG Veritas qui consolide fortement. Le titre avait pris 23% avant-hier, hier il en a perdu 10%, aujourd'hui il baisse encore. Vous voyez bien que CGG Veritas est bloqué dans un range de moyen terme et étant donné que le pétrole ne s'apprécie plus, voire consolide, eh bien CGG Veritas repart tout aussi sec à la baisse. Je vous ai indiqué en début de semaine que tous les titres des matériaux de base, donc ArcelorMittal sous les 5 € et Eramet sous les 34 € et tous les titres pétroliers et parapétroliers étaient sous des résistances. Je vous ai montré CGG Veritas qui était sous l'oblique de résistance. Je vous avais montré aussi Technip qui était sous son bas de canal baissier de moyen terme. Et puis je vous avais montré aussi Total qui était sous une résistance majeure. Et puis vous voyez dans les baisses du jour, on retrouve les bancaires aussi. Donc ça forcément, si les bancaires pèsent, eh bien il y a de l'aversion au risque sur les marchés. Le fait en fait que les rendements du Bund tendent vers zéro, les rendements des obligations tendent vers zéro, voire même sont dans le négatif dans certains pays, eh bien fait que les banques sont sous pression. Car si les taux sont négatifs, les banques ne peuvent plus facilement gagner de l'argent, voire même elles en perdent. Donc ça, c'est une situation historique qui met en danger le secteur bancaire et c'est ce qui explique justement cette forte baisse des titres. Donc voilà, on a de l'aversion au risque sur les marchés qui était jusqu'ici fortement aussi aux États-Unis et qui consolide. On a le pétrole qui consolide, qui pèse sur tout le secteur énergétique. Le secteur des matériaux de base jusqu'ici recherché qui consolide. Et puis les bancaires qui sont tirés par les taux bas ou négatifs dans certaines zones. Et à la hausse, on a très peu de titres. On a des titres principalement qui sont dans des tendances haussières fortes, comme par exemple Pierre et Vacances. Valneva, c'est une biotech qui est délaissée depuis qu'elle a publié un profit warning le vendredi dernier. AB Science, c'est une biotech aussi qui stabilise en consolidation horizontale. On n'a vraiment pas beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur les titres haussiers. On va donc passer aux matières premières. Sur les matières premières, le pétrole, le voici. Donc le pétrole est aussi à court et moyen terme, mais il a approché des zones de résistance d'importance. En effet, à 51 $, le pétrole WTI a retrouvé ses plus hauts d'octobre 2015 et de juillet 2015. Vous voyez bien qu'on a eu un démarrage baissier à partir de cette zone de prix en 2015, une forte chute. On a retracé 100% de la baisse.
Mais voilà, on vient de prendre 90% en ligne droite, les indices sont sur des seuils d'importance, et à court terme, il y a peu de catalyseurs qui permettent au pétrole de continuer de monter. Le pétrole est dans un biseau ascendant et s'il venait à accélérer sous les 49,50 et à sortir par le bas de ce biseau, il pourrait revenir vers les 47,50 $, les plus bas ici de mi-mai et de début juin. Et si le pétrole revenait vers cette zone de prix, eh bien, cela pèserait bien évidemment sur les indices. Et puis, à moyen terme, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois ces dernières semaines, le WTI est dans un biseau ascendant de moyen terme et c'est une figure dont la probabilité est supérieure à 50% qu'on en sorte à terme par le bas. Je suis donc en train de rédiger une analyse sur le pétrole WTI qui s'appelle 90% de hausse et maintenant, et dans laquelle je vous explique qu'il y a quand même des fortes chances que le pétrole consolide après la forte hausse qu'il vient de connaître. Mais cette probabilité de consolidation doit être confirmée par des cassures de support et justement on y arrive sur ces supports, donc on devrait être rapidement fixé. Et sur le pétrole Brent, vous voyez qu'on a retrouvé les plus hauts de septembre et octobre 2015, même chose. Donc forte chute des cours depuis l'été dernier vers les plus bas, remontée très rapide en ce début d'année. Et vous voyez qu'on arrive là à proximité de cette zone de résistance historique. Il n'est donc pas étonnant de voir les opérateurs prendre des bénéfices. Et puis à court terme, on manque de catalyseurs pour faire monter le pétrole. Et il n'y a pas l'appétit pour le risque suffisant pour continuer de le faire grimper. Et si dans les séances qui viennent, on confirme le retournement opéré ici, eh bien, on pourrait enfin consolider, voire corriger sur les cours du pétrole. Et cela, ce n'est pas un élément très positif pour les marchés boursiers. Autre élément négatif, c'est la baisse des cours du cuivre. Depuis 1 mois et demi, les cours du cuivre reculent. On dit souvent du cuivre que c'est un indicateur avancé de la croissance mondiale. Les cours du cuivre, ils baissent depuis 5 ans maintenant. Les cours du cuivre sont très corrélés à la croissance chinoise. La Chine nous dit, la Banque centrale chinoise nous dit que la Chine fera bien 6,8% de croissance en 2016. Le cuivre, lui, montre que les investisseurs doutent de ce chiffre de croissance. Et si dans les semaines et mois qui viennent, le cuivre devait accélérer à la baisse sous les 200 $, eh bien, il pourrait connaître une nouvelle accélération vers les plus bas de 2008-2009, ici dans la zone des 140. Donc, on n'est peut-être pas au bout de nos peines sur la Chine et sur le cuivre. Le riz consolide, le riz a échoué non loin de ses plus hauts annuels. On avait fait un top ici, on en a fait un second là. Les acheteurs n'en ont pas la main, le riz est redevenu complètement neutre et ne m'intéresse donc plus à court terme. Les cours du blé sont à 505 cents par boisseau, la résistance se situe à 510. Pour l'instant, en cours de clôture hebdomadaire, aucun signal n'a été validé. Je vous explique depuis le début de la semaine que les cours du blé ont opéré un rattrapage ces 3 dernières semaines, qu'ils ont pris 10%, qu'ils ont travaillé une zone de résistance clé à cause des intempéries. Or, si les intempéries se calment, si la pression haussière se calme sur les cours du blé et qu'on n'arrive pas à casser les plus hauts récents et qu'on n'arrive pas à clôturer en dehors du biseau descendant, eh bien, il y a de fortes chances que les cours consolident sous cette zone de prix. Seule une clôture au-dessus des 510-520 permettrait de valider une sortie de biseau et plus de hausse à venir. Donc, confirmation à venir ou pas ce jour. S'il n'y a pas accélération, il n'y aura pas de signal validé et donc la prudence sera de mise sur les cours du blé. Même chose sur les cours du maïs. Voici le graphique de moyen terme en données hebdomadaires du maïs. Vous voyez bien que le maïs était sur support en début d'année, qu'il est passé de support à résistance. Il a pris plus de 20% ces dernières semaines. Vous voyez qu'ici, à la mi-2015, il avait fait un petit excès dans la zone des 430. Eh bien, peut-être qu'il est en train de faire la même chose. Donc, il faut savoir prendre du recul sur vos graphiques. Le maïs est passé de support à résistance. S'il ne passe pas cette résistance, il pourrait consolider. Le blé est passé de support à résistance. Il ne passe pas sa résistance, il pourrait consolider. Le riz est passé de support à résistance. Il n'a de nouveau pas passé sa résistance, donc il consolide.
On a eu vraiment des mouvements haussiers puissants sur le jus d'orange, sur le blé, sur le riz, sur le maïs, sur le soja ces dernières séances, ces dernières semaines. Mais si les résistances de moyen terme que vous pouvez constater comme moi sur les graphiques hebdomadaires ne passent pas, eh bien les vendeurs pourraient reprendre la main. C'est la même chose sur le soja, mais bon, le soja, c'est quand même un des plus haussiers, donc lui, c'est différent, il n'est pas sous résistance, il a réussi à casser sa résistance la semaine dernière, donc il continue de s'apprécier pour le moment. Le soja, c'est le plus haussier de tous, et afin de pouvoir, matérialiser la tendance, vous pouvez utiliser des obliques qui passent par tous les plus bas. Et tant que les obliques de tendance tiennent, la tendance est haussière, les acheteurs ont la main. Si et seulement si on casse des obliques de tendance haussière et on casse les plus bas récents, que le soja arrête de faire des plus bas de plus en plus haut, alors une correction pourrait avoir lieu. En tous les cas, le soja, lui, ce n'est pas comme le blé ou le maïs, il n'est pas encore sur une résistance de moyen terme et c'est le plus haussier. Donc, en l'absence de reflux baissier, je ne dis rien. Ce n'est pas comme pour les autres qui sont sous résistance. Ensuite, les bovins engraissés, ils sont pile poil sous résistance, sous les 150. Il faudra casser cette zone de résistance pour qu'un rebond puisse naître. A contrario, on continuera de latéraliser, voire de consolider. Les cours du jus d'orange, comme je vous l'ai expliqué, étaient susceptibles de travailler la zone de résistance ici. C'est ce qui se passe ces dernières séances. Ça fait 4 séances consécutives qu'on touche 166, 167 et que ça ne passe pas. Ça ne veut pas pour autant, on avait une tendance haussière forte et des intempéries qui soutenaient les cours. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas passer de haussier à baissier en ligne droite. Mais voilà, on avait identifié une résistance sous laquelle une consolidation pouvait se mettre en place. Et pour l'instant, ça en prend forme. Dans un premier temps, la hausse s'est arrêtée, on latéralise. Et si dans les séances qui viennent, on vient à casser le plus bas du jour, ici, à 161, alors on pourrait passer de haussier à baissier. Là, on est passé de haussier à neutre. Si on passe de neutre à baissier, on pourrait voir une consolidation se mettre en place. Sinon, on latéralise. Et plus on latéralise, plus aussi on a des chances de rattaquer la résistance. Donc dans les séances qui viennent, on sera rapidement fixé. Le gaz naturel, grâce au stock inférieur aux attentes hier, a cassé ses plus hauts de janvier et consolide ce jour. Alors j'ai la prochaine zone de résistance ici, on l'a touché. Ouais. Le gaz est bien monté ces dernières semaines. Il a profité des chaleurs aux États-Unis et des stocks inférieurs aux attentes. Après, vous voyez, il a cassé ses plus hauts annuels, certes, mais il s'approche d'une zone de résistance majeure. Les plus bas de juillet 2015, les plus hauts d'octobre 2015, et on arrive de nouveau sous résistance. De la même façon que le pétrole WTI a baissé à partir d'octobre 2015 jusque février pour ensuite remonter, eh bien les cours du gaz ont fait plus ou moins la même chose. Ils ont retrouvé récemment leur plus haut de 2015. Sauf que c'est des résistances majeures et que ce sera difficile à passer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il ne serait pas étonnant après le rallye récent qu'une consolidation des cours se mette en place, d'autant plus sous ces résistances majeures. Donc voilà pour les matières premières, consolidation des pétroles qui arrivent sur des supports. Si et seulement si ces supports cassent, on pourrait avoir des corrections et cela pèserait sur les indices. Concernant le riz, on consolide, on est désormais neutre. Concernant le blé, on verra ce soir si on confirme ou pas la cassure des 510-515. Concernant le maïs, on est passé de support à résistance de moyen terme et les cours consolident. Concernant l'argent et l'or, ça reste solide puisqu'il y a de l'aversion au risque. Donc je vous disais hier qu'à 1260-65, l'or était sous résistance alors que le dollar était sur support. Le fait que le dollar soit sur support a bien fait reculer le pétrole ou l'euro, comme nous pouvions l'envisager. Par contre, l'or a continué d'être recherché hier et a cassé son oblique de résistance. L'or, en fait, a profité, comme je vous disais en début d'émission, des rendements négatifs des obligations qui font que certains gérants de fonds se portent à l'achat sur l'or
et aussi de l'aversion au risque sur les marchés, puisque généralement quand les marchés consolident ou corrigent, eh bien l'or a tendance à être soutenu. Et puis pour finir cette émission, on va regarder les devises. Donc sur les devises, on va regarder principalement le dollar index. Comme escompté et comme constaté, le dollar index était sur support hier et a réagi favorablement. Il est reparti fortement à la hausse. Il confirme aujourd'hui son rebond. J'avais marqué range point d'interrogation sur mon graphique. Eh bien, c'est ce qui est en train de prendre forme. À très court terme, le dollar arrive à 94,20 sur ses plus hauts de lundi. S'il arrive à les dépasser, il pourrait accélérer en direction de la zone des 95 points. Si au contraire on bloque sous cette zone de prix, on pourrait latéraliser. Le fait que le dollar se reprenne donc a engendré une baisse de l'euro-dollar sous les 1,14. On avait parlé de cette résistance. Donc, si le dollar arrive à casser les 94,25, l'euro-dollar pourrait consolider plus et revenir sur son support des 1,1220. Si au contraire le dollar consolide, eh bien l'euro latéraliserait. Concernant les autres paires, c'est la même chose. La livre baisse étant donné que le dollar s'apprécie. En plus, la livre elle est sous pression à l'approche du référendum. Le NZD, lui, il s'est fortement apprécié hier, il consolide ce jour. Ça reste la paire la plus forte des paires en dollars. Et puis l'AUD, lui, il consolide depuis 2 jours. L'AUD, ça reste à moyen terme quand même la paire en dollars la plus baissière. Donc, dès que le dollar se reprend un peu, eh bien l'AUD en pâtit. Mais je trouvais que le scénario le plus lisible, c'était par rapport à l'euro-dollar. On avait le dollar sur support, l'euro-dollar sous résistance, le dollar est remonté, l'euro-dollar a baissé. Et là, à court terme, eh bien, j'attends de voir si le dollar fait une nouvelle accélération ou si au contraire, il consolide à plat. Donc voilà, on a des indices américains qui restent aussi à moyen terme, qui restent aussi à court terme, mais qui consolident. Parce que les indices US consolident, eh bien les indices européens corrigent, notamment parce qu'il y a une prime de risque sur leur tête en amont du référendum en Angleterre. Si on casse la zone des 2096-2100 points sur le SP500, on passerait de haussier à neutre. Et là, il y aurait des risques de chute encore plus importants sur l'Europe. Si au contraire, le SP500 tient cette zone des 2100-2105 et repart à la hausse en fin de séance, eh bien les indices européens pourraient se rattraper au support que je vous ai montré, les 9900 sur le DAX et les 4360 sur le CAC 40. Et concernant donc les actions, c'est le secteur bancaire qui est sous pression, le secteur des matériaux de base et de l'énergie. Sur les matières premières, on a une consolidation des matières premières agricoles qui ont fait des beaux rallyes récemment et on a une consolidation des pétroles après des fortes appréciations et surtout des résistances de moyen terme touchées. Et puis sur les monnaies, tout dépendra du dollar. Le dollar a bel et bien rebondi comme on pouvait s'y attendre sur support, mais le plus dur reste à faire. Il est sous résistance à 94,25 points. Si on passe cette résistance, il y aura plus de consolidation sur les paires en dollars et inversement. Voilà, sur ce, on a fait une matinale de presque 40 minutes. On a passé en revue tous les sujets, toutes les questions que vous m'aviez posées. Je vous remercie à tous pour être présents à la matinale tous les matins. Ça fait 6 mois que cette émission est lancée et tous les mois, depuis 6 mois, on fait des nouveaux records d'audience. Donc voilà, je vous remercie à tous, sincèrement. Merci de vos questions. Et puis, je vous souhaite par avance un très bon week-end, un bon trading. Et on se retrouve lundi matin à 10h tapante pour faire le point sur les marchés. Bonne journée à tous.